Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras. Nous sommes de retour pour une autre émission de l'Heure du Conte. L'Heure du Conte qui vous revient chaque semaine comme ça avec notre ami Jean-Claude Turcotte, que je salue pour cette 10e émission de la série pour cette saison. Jean-Claude, comment ça va? Ça va très bien, mon ami Rosaire. Merci de m'accompagner. Dis-moi, Jean-Claude, on est à la 10e émission. Là, pour se situer un peu à travers le récit, là, il reste pour les gens qui nous écoutent chez eux, là, combien d'émissions à peu près tu estimes avant de finir le récit pour cette série? Est-ce qu'on est au mi-temps ou aux deux tiers? Au tiers. À peu près, il reste encore une vingtaine d'émissions d'après. Quand même. Alors, comme on dit, hein, vous êtes pris avec nous autres pour encore un bout de temps. Hein, Oubliez-nous pas, nous autres, on ne vous oublie pas. Alors, écoutez, en autant que ça vous fait plaisir qu'on vous retrouve comme ça à chaque semaine au petit écran, grâce à TVCO, bien sûr. Hein. Alors, Jean-Claude, il y a 2 semaines, là, on parlait de coupe de bois, puis d'amoncellement dans comment on appelle ça, les lindens de bois, hein, ce qui s'accumule, les lindens, cordées de bois sorties de la forêt. Je prends un terme qui est usuel en anglais. Land end. Ouais. C'est pour ça, puis on prononce ça linden en français. Et là, on a un outil qui est un peu énigmatique pour les gens qui nous regardent. Là. À quoi peut bien servir un outil comme celui-là? Voilà la question. Hein? Tu as une idée? Bon. En observant tantôt, j'étais justement avec M. Charret, puis on regardait ça, puis on a vu à chaque bout qu'il y avait un seau. Hein? Un fleur de lys d'un côté, puis un code chiffré à l'endos, à l'autre bout. Alors, par déduction, c'est pour numéroter les cordes de bois. Le lot numéro 7053 en l'occurrence, et c'est du bois en provenance... T'es proche de la vérité. Du bois en provenance du Québec. Du Québec, mais tourne ça sur l'autre bord. Ça veut dire que ça a été mesuré par le mesureur portant le numéro. Ce numéro-là. Le numéro le mesureur qui est là ici. OK. Ouais. Est-ce que ça permettait aussi en même temps on disait ça à l'époque, comme écarter du bois qui n'était pas bon? Ceux qui avaient ce seau-là étaient conservés, puis du bois qui était... On parlait de bois collé, là. Tu sais, dans le temps, il y avait cette expression. Mais le bois qui était collé, il n'avait pas reçu un coup de marteau. C'est ça. Il avait reçu un vilain coup de sanguine. De sanguine, OK. J'ai oublié ça, sanguine. Moi, je t'avoue, c'est un instrument que je n'ai jamais travaillé dans le bois, évidemment, mais que je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à découvrir tout à l'heure là, en observant. C'est très, très, très intéressant. Ce marteau-là, monsieur, c'est la propriété de... Mais c'est plus sa propriété, il me l'a donné. Bon. T'es l'héritier. T'es l'héritier. Michel Gagnon. Babal, mon ami Babal, comme on l'appelle. Michel Gagnon du haut de la rue Saint-Joseph, là. C'est ça. Ouais, on le connaît bien. Puis quand j'avais été lui demander ça, c'est sa femme qui m'avait dit « Pars avec, Jean-Claude, il ne nous embarrassera plus. » Parce que lui a déjà été mesureur. Ah, OK. Ouais. Une autre chose que tu nous as apporté, que je veux montrer à l'écran, c'est quand même original. Il est un peu fripé, là, mais quand même, c'est lors d'un congrès, d'un rassemblement de tous les propriétaires de terrains de camping, la Fédération des terrains de camping du Québec, qui s'était réunie à Baie-Saint-Paul, au Genévrier, en 1973. Ça devait être dans les premières années, ou presque, du Genévrier, pas tout à fait, mais dans les premières années. Alors, tous les beaux rubans, c'est magnifique. Alors, c'est un bel objet qui témoigne donc d'un bel événement passé. Et dis-moi, Jean-Claude, au niveau de notre récit, on s'est laissé la dernière fois là, avec quoi exactement? Resitue-nous là, pour qu'on reparte notre propos. Vous vous rappellerez qu'il y avait eu des distributions de médailles encore, que le lieutenant avait fait une bévue, il avait voulu organiser une autre compétition, puis ça avait tourné au vinaigre. Le commandant avait réussi à rectifier les tirs. Et puis, on avait décoré pour vrai le lendemain matin les 2 champions ex aequo qui étaient demeurés les mêmes. Voilà. Et on enchaîne. On enchaîne. Là, on a commencé en même temps que ce que je vous dis là des visites de l'arsenal puis de tout ce qui se passait. La visite du propriétaire. C'est ça. Bon. Puis là, il faut connaître les lieux où on va vivre. Là. Ben oui, on est dans Val-Cartier encore. Oui. C'est bien. Puis les gens, là, à un moment donné, le jeune lieutenant, il avait dit, il avait suggéré une partie de Balmol. Il amenait tout le monde au champ de Balmol, il nous avait donné des gilets, il dit
Et il y a 9 blancs, 9 rouges. Choisissez et faites-vous bâtissez-vous une équipe. Choisissez votre équipe. Bon, puis on va s'arranger avec le reste. Les gens qui s'arrachaient les chandails, j'ai le droit de commencer comme ça, là. On commence comme ça, là. Les gens qui s'arrachaient... Pas en anglais, là. En français. En français, là. Les gens qui s'arrachaient les chandails étaient pour la plupart des gens du groupe qui restaient. C'est alors que le lieutenant se désigna lui-même comme arbitre au marbre et qu'il choisit Jean-Marie pour arbitrer au 3e but et l'autre champion Fred au 1er but. Et il leur donna quelques instructions et ordonna le début de la partie. 2 retraits au bâton, plusieurs balles au champ, et voilà qu'un des tout petits hommes de Québec frappe un circuit, alors que les buts sont pleins. C'est donc 4-0 pour les Rouges, avant que les Blancs n'arrivent au bâton. Les 3 manches suivantes ne permirent à aucune des équipes de marquer, si bien qu'au début de la 4e, le compte est toujours 4-0 pour l'équipe des Rouges. Soudain renversement, un changement de lanceur pour les Blancs permet aux Rouges de marquer 4 points à leur tour. Malgré les cris d'encouragement dynamiques des gens des estrades, le compte reste égal jusqu'à la 9e manche. Les Rouges marquent 1 point, mais sont retirés. Les Blancs arrivent au bâton et marquent à leur tour. Ce sera pourtant le dernier point de la partie. Même si les Blancs se surpassent, le compte restera donc 4-4. Les spectateurs se lèvent, applaudissent, crient très fort, les joueurs se donnent la main, tout le monde se retrouve près de la balle pendant que les joueurs rendent leur chandail et remercient les arbitres. Ouais. Le retour, pardon? Oui. Le retour vers le dortoir se fait très amicalement et c'est à la reprise du concert musical jusqu'au souper que le jeune lieutenant vint appeler avec son sifflet, sur un signe de Fred, suggérant d'amener les instruments de musique, tout ce qui est de la tête, et suivre le lieutenant. Ils entassent les instruments dans le coin de la cuisine et se servent à manger. Les bons quartiers de poulet disparaissent dans les assiettes, l'atmosphère est très cordiale. Un coup de sifflet appelle le silence et le commandant qui a bien vu les instruments s'entasser dans le coin se lève pour s'adresser aux jeunes recrues et leur dire « J'ai rarement vu un groupe aussi assorti s'unir et se souder bien dur. Bravo, merci, amusez-vous bien. » Et il les salua et se retira sous un tonnerre d'applaudissements. La musique et les gigues et les chants se prolongèrent plus d'1 heure et demie avant qu'ils ne décident de regagner leur quartier tout en continuant de rigoler. La musique ne reprit pas, dis-je bien, et plusieurs lits accueillaient 3, 4 et même 5 nouveaux amis qui discutaient amicalement. Le sifflet de l'extinction d'un feu obtint... Là, tu m'en laisses encore un peu. Obtint le silence presque immédiatement, et ce pour le reste de la nuit. Ah, j'ai un sous-titre ici. Adieu, Valcartier. Moralité, hein, même si on est enrôlé puis qu'on est dans la caserne, à Valcartier, on sait s'amuser. Hein? On sait bien terminer les journées puis trouver moyen de faire du bon temps. Tu vas entendre à un moment donné plus tard dans le récit Jean-Marie dire « C'était la plus belle semaine de ma vie ». Ah bon? Hein, c'est pas pire. C'est tout dire. Au réveil, le lendemain matin, on aurait dit que la consigne était au silence, et cela perdura même au déjeuner, où personne n'osait parler. Ils sortirent tous dehors, suivis souvent, l'on rompait le silence en offrant une cigarette à son voisin. L'autobus était déjà là, le sifflet retentit, ils en forma les rangs. Par la droite, en avant, marche! Devant la baraque, le lieutenant cria « Halte! Ceux qui nous quittent, rompez les rangs! » Ils entrèrent donc chercher leurs effets personnels. Quand ils en ressortirent, une espèce de haie d'honneur les dirigeait vers l'autobus. Ils la traversèrent, montèrent dans le véhicule. Quand il se mit en marche, le peloton s'était formé pour saluer les partants, qui avaient baissé toutes les vitres du même côté, saluaient et criaient des « bonnes chances ». Ils regardaient défiler le paysage en silence lorsque Tipol sortit son violon. En un rien de temps, Maxime et Jean-Marie l'entouraient, puis la belle musique charlevoisienne enjoliva l'atmosphère, jusque-là assez tendue.
Dès 9 heures, le chauffeur arrêtait son véhicule devant la gare du Palais. Il se leva et étendit une enveloppe brune à chacune, une petite enveloppe brune. Lorsqu'ils passaient devant lui et qu'il devait en retour, sur lequel en retour ils devaient apposer leurs initiales vis-à-vis leur nom. Ces 10 $ que contenaient les enveloppes étaient les bienvenus, car plusieurs parmi eux n'avaient que 2 ou 3 $ en poche. Ils regardèrent tous partir l'autobus et entrèrent ensuite à l'intérieur de la gare, tout le groupe ensemble. Ils allèrent ensuite consulter le grand tableau indiquant les départs. Heureusement, car le prochain train pour Gaspé était dans 20 minutes. Jules Hénaud et Gilles Véraud eurent tout juste le temps d'acheter leurs billets et donner la main à leurs amis et monter dans le train, car l'un d'eux devait descendre pour aller à Presse et l'autre pour aller à Amkoui. C'est-à-dire qu'ils descendaient tous les deux à la même place. Presse était au bord où il y avait un moulin, puis Amkoui était plus en arrière. À l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres. Dans la vallée de la Matapédia. Arrivé à Québec, nos 3 amis de Charlevoix, qui n'avaient un départ qu'à 3 heures en après-midi, décidèrent, à la suggestion de Tipol, bien sûr, d'aller saluer Mme Germaine. Tipol est là un taxi qui, pour 2 $ les conduisit en face de la traverse Québec-Lévis, où logeait la bienfaitrice. Personne ne lui répondit quand il frappa la porte. En y regardant bien, il aperçut un tout petit papier inséré entre le cadre et la porte. « Suis à l'église funérailles. » Nos amis décidèrent alors de se payer un voyage sur le traversier, et c'est Jean-Marie qui en eut l'idée en disant « J'ai jamais été en bateau de ma vie. » Tipol de répondre « Moi non plus. » Les voilà partis en excursion sur le Saint-Laurent. L'émerveillement se lisait sur leur visage et s'entendait aussi car des remarques comme « Regardez comme c'est beau » arrivaient sans cesse. Au retour, ils s'émerveillaient encore des murailles de la Haute-Ville, du château Frontenac et surtout des canons qui fascinaient Jean-Marie. Quand Tipol frappa de nouveau chez Germaine, celle-ci, en grand tablier blanc, accourut en criant « Mon Tipol! Jean-Marie aussi! » « Merci, mon Dieu, ajouta-t-elle en les embrassant tous les deux. « Madame Germaine, vous rappelez-vous de Maxime? Il vient de Petite-Rivière. »« Oui, on sait bien. Salut, mon homme, fit-elle en l'embrassant lui aussi. « Bon, fit la patronne, assise à vous, là, puis comptez-moi tout depuis que vous avez pris l'autobus. » Et Tipol de raconter par les menus détails leurs 2 semaines avant le quartier. Quand elle eut questionné encore et encore, elle finit par leur demander « Vous prenez le train l'après-midi, là? » Les 3 signes de tête affirmatifs ne lui laissaient aucun doute. La fille a plutôt questionné encore « As-tu parlé à François pour ta job, toi, là? » « Non, mais j'ai envie de téléphoner à lui ou à Marie-Blanc pour lui dire que je suis prêt à aller travailler. »« Attends, lui dit-elle, je vais parler à Marie-Blanc. » Elle saisit le cornet du gros appareil, tourna la manivelle pour demander « Saint-Ferriol, s'il vous plaît, numéro 346. » Non. 57, 346. Salut, ma belle-fille, fit-elle en entendant la voix de Marie-Blanc. T'es pas capable de deviner la belle visite que j'ai en face de moi. C'est Tipol qui est revenu de l'armée, je m'en doute, fit-elle, avant qu'elle ne puisse répondre. Je veux y parler, demanda-t-elle ensuite. Tiens, elle veut te parler, fit la grand-mère. Quand elle l'eut au bout du fil, elle lui demanda, t'es plus malade, là, hein? T'es comme avant, là, hein? T'es comme avant, là. Non, je suis bien mieux, pareil comme avant. OK, d'abord, je téléphone à François, il est justement au bureau à Beaupré. Il va te rappeler. Salut, mon homme, j'ai hâte de te voir, ajouta-t-elle avant de raccrocher. Et avant de raccrocher, justement, nous autres, on va faire une petite pause, si tu veux bien. Il faut décrocher un petit peu, laisser le temps à la pause publicitaire de faire son travail. Et on vous revient dans quelques petites secondes. À tout de suite. Alors, se reposer. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un lointain séjour. Mon beau pays. Adieu, ma chère petite amie. Je pars pour un Alors, nous sommes de retour à l'heure du compte après une brève
pause commerciale. Alors, Jean-Claude, on est rendu où, là, avec le récit? On est dans la maison, nos trois charlevoisiens sont allés voir Germaine. Puis avant ça, comme Germaine est allée à l'église assister à des funérailles, ils ont trouvé le moyen d'aller faire une excursion sur le Saint-Laurent. Puis il n'avait jamais été en bateau de lui, excepté le petit gars de Petite-Rivière. Oui. Ah, lui, il connaissait ça, les bateaux. Là. Mais Jean-Marie Petit-Paul, no way. C'est bien qu'ils ont fait ça, puis en venant, ben là, Mme Germaine est arrivée. Puis ils ont raconté ce qu'ils ont fait, puis ils ont fait un peu de musique, puis là, Germaine a vu encore de la musique. Bon, puis Germaine, faites-moi un peu de musique là, pendant que je vous fais à dîner. Et les trois visiteurs de s'empresser de plaire à Germaine en lui interprétant plusieurs belles pièces de leur répertoire. Une galope, puis un reel, certainement. Comme tu dis, c'est exactement les incontournables. C'est impossible de passer à côté. Le téléphone sonna comme elle les invitait à table. Elle répondit, c'est François, et échangea quelques mots avec son fils avant de donner le cornet à son protégé. « Salut François, c'est moi, Paul. Je suis guéri, là, comme avant, là. Puis je vais pas à guerre non plus, dit-il avant d'ajouter, j'ai hâte de travailler pour toi. Salut mon homme, répondit François. Je suis bien heureux de savoir que t'es mieux. Écoute-moi bien, là. Va-t'en à Saint-Paul, ramasse toutes tes affaires, puis prends le train pour Beaupré lundi matin. T'as compris, là? Oui, répondit Paul. Et François d'ajouter, quand tu vas débarquer du train, là, tu vas avoir quelqu'un qui va te conduire, voir M. Harris qui va t'engager. OK? T'as bien compris? Oui, répondit Paul. C'est qui, ce M. Harris, là? Je vais faire tout ce que tu m'as dit. Merci beaucoup, François. T'es mon sauveur, ajouta-t-il en raccrochant. C'est qui, ce M. Harris, là? C'est... Harris, M. Harris, c'était le directeur du département forestier. Ah, OK. À l'usine de Beaupré. OK. M. Harris Junior, lui, là, c'était... son père est arrivé en même temps que la compagnie. Puis c'est son fils qui avait pris sa place parce qu'il avait étudié, etc. OK. Puis, entre autres, on avait Marie-Blanche, sa femme, qui était une Huronne, ça, j'avais déjà rencontré ça dans les autres livres, avait un soin de la vieille mère, la vieille grand-mère, Mme Harris. Puis, c'est de fil en aiguille, là, François avait tout raconté, ce monde-là, puis il avait ramené tout. Comme ça que le contact se fait. OK. C'est ça. Quand tu vas débarquer du train, là, il va y avoir quelqu'un qui va te conduire voir M. Harris qui va t'engager. OK? T'as bien compris, là? Oui, répondit Paul, tout joyeux. Je vais faire tout ce que tu me dis. Merci beaucoup, François, t'es mon sauveur, ajouta-t-il en raccrochant. Il débordait de joie en racontant sa conversation à ses amis et à Mme Germaine avant de s'asseoir à table. T'es chanceux, fit Jean-Marie. Donne-moi l'adresse du camp, là, pour que je t'écrive quand je serai rendu à Sorel. Oui, ma toute te donne ça, fit-il. Mangèrent dans leur Germaine en leur servant tous les trois une bonne assiette de soupe qu'ils avaient mijoté déjà quand ils étaient arrivés. Puis elle plaça devant eux une pleine assiette de crêpes qu'ils mangèrent avec du bon sirop d'érable. Madame Germaine, me souvenais pas que c'était bon de même, lui dit Paul avant de se servir une autre fois. Ils en mangèrent 3 chacune, avant que Maxime avoue qu'il en avait déjà mangé 6 et qu'il avait été malade. L'abus. Madame Germaine, je ne sais pas comment vous remercier, lui lança-t-il en l'embrassant. Faites-moi encore un peu de musique là, avant de partir, là, leur demanda-t-elle en desservant la table. Ils lui offrirent encore plusieurs belles pièces avant que Jean-Marie ne dise « C'est assez, là. Il faut aller prendre notre train. » Il faut arrêter de s'amuser, là. Ouais. Il faut travailler, là. Puis avancer. Il faut aller prendre notre train puis arrêter de saluer Mme Baillargeon. Oui. Hein? Paul, ajouta Paul en serrant son violon. Ils l'embrassèrent tous, dis-je bien, et lui promis de lui donner des nouvelles. Saluez le capitaine, puis dites-lui que c'est arrivé pareil comme il m'avait dit. Bonjour, puis merci, ajoutèrent-ils tous ensemble en quittant. Madame, dis-je bien, Baillargeon fut très heureuse de les recevoir. Elle les embrassa comme ses fils et leur fit renouveler leur promesse, soit celle d'arrêter les saluer à chaque fois qu'ils passeraient à Québec. Quand ils furent rendus à la gare du Palais, ils achetèrent leurs billets et reconnurent
4 de leurs compagnons dont le train ne partait qu'à 5 heures. Soudain, Tipol voulut saluer Alexandra, la sœur d'Arthur, son beau-frère, son ami, le mécanicien. Il se souvint que son mari était devenu télégraphiste. Il repéra le bureau et y entra. Le hasard voulut que ce fût lui-même qui lui répondit, et qui la conduisit au bureau où il travaillait son épouse. « J'ai vu Arthur la semaine dernière, lui dit-elle. Je savais que tu étais à Valcartier. Ben, j'ai hâte de faire de la musique avec toi, lui déclara Tipol. C'est possible qu'on aille aux aboulements samedi, là, lui répondit-elle en lui disant bonjour. Merci, ajouta-t-il, se contentant. Je suis content de t'avoir vu, ou de vous avoir vu tous les deux à la prochaine. Je suis M. Tremblay, mon ami. Je vais lui dire que vous avez vu. Salut tout le monde, à Saint-Paul. Je ne manquerai pas, fit-il en quittant. Bien sûr, lui et ses compagnons offrirent plusieurs nouveaux morceaux de musique aux autres voyageurs, et ça jusqu'à Maillard, où Maxime descendit, la larme à l'œil. À Baie-Saint-Paul, Tipol localisa M. Tibleu, le taxi, à qui il demanda de le conduire chez Léopold. Tu te rappelles de M. Tibleu? Tibleu, côté, le taxi. Lui, à la gare, hein, c'est un grand... Je pense qu'il n'a pas manqué un train de passagers à la gare de Baie-Saint-Paul. Il était là, stationné au bout du pont. Ouais. Il s'en allait là. Au coin de chez PN Gariepi, puis il allait au train, puis à l'hôtel Morin. C'est ça. On l'a vu là en masse. Ça, quelqu'un de notre âge qui n'a pas vu ça, il avait les yeux fermés. L'autobus drôlette là, qui arrêtait à l'hôtel Morin. En l'hôpital, taxi, à l'église. Taxi, hein? Il l'a-tu dit, monsieur Tibleu? Quand il mouillait ça un peu, il avait son grand trench beige, là. Puis au Café Black Cat, n'oublions pas ça. Ouais. Hein? Son fief principal. Les conduisit où demeurait Gabriel et demeurait aussi Michel, son épouse Cécile. Quand M. Tibleu les laissa descendre un peu avant la porte à la demande de Tipol, c'est Jean-Marie qui paya, prétextant « T'as payé un matin, c'est à mon tour ». Ils arrivaient à l'escalier quand Léopold sortit tout endimanché. « Ne vois ce qui arrive là » cria-t-il à toute la maisonnée. On parlait de Tibleu, Jean-Claude, là. Essaye de trouver quelqu'un à Baie-Saint-Paul qui connaît son vrai nom, complet. Hein? Toi, est-ce que tu le connais? Non, je sais que c'est un M. Côté. Oui, mais c'est tout. C'est un effort que de savoir c'est quoi son prénom. Son prénom, c'est vrai. Tibleu. Tibleu. C'est une parenthèse, mais c'est vrai. Oui. Ouais. Parce que dans un de mes livres précédemment, j'avais une photo de lui qui était à prendre un passager au Café Black Cat, à la rue Saint-Joseph. Et comme il posait très bien sur la photo avec son véhicule, j'ai voulu trouver son prénom. Mais il y a de la famille encore ici, je l'ai repéré. Mais c'était pas simple. Personne ne le connaissait, à part que sa famille proche. Et Tibleu. Tibleu. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Tu n'as jamais réussi à savoir? Oui, je l'ai trouvé, mais en trouvant ses neveux. Oui, mais c'était quoi? Là, ça ne me revient pas. C'est bête, hein, ça fait quelques années, puis là, je peux même ça aurait dû te revenir. Hey, à la prochaine émission, on revient là-dessus. Quand il t'en reviendra, tu nous une photo et le nom. Bon. Attendez-nous. Vous avez compris, on ne laisse jamais rien en suspens. on réalise tout ce qu'on promet. On va aux sources. Chapitre 3e. Dans le chapitre 3e, retour au champ, accolade à la goudonnerie. Ils arrivaient tous derrière lui. Accolade à la goudronnerie? Des accolades. Ils arrivent à la goudonnerie. Ah oui, c'est ça, salutations, là. Hein? Ils arrivaient tous derrière Léopold, qui venait de sortir Gabriel, Cécile, Michel. Il cria bien fort. « C'est Tipol puis Jean-Marie qui reviennent de Valcartier. » Tipol serra la main de Léopold et sauta au cou de Gabriel, qui l'attendait sur la galerie. Ils pleuraient encore tous les deux, dis-je bien, quand Cécile et Michel voulurent embrasser Tipol à leur tour. Quand les émotions furent un peu apaisées, Tipol questionna « Vous alliez où, là, vous autres? »« J'allais faire une petite commission sur bain avant qu'on parte pour Saint-Hilarion. »« Continuez de jaser, là, je vous reviens dans un quart d'heure à peu près, » lança-t-il en se dirigeant vers son auto. « J'y vais avec toi, » cria Tipol. « Embarque, » lui répondit son ami. Jean-Marie répondait pendant ce temps-là aux questions de sa sœur. Cécile et Michel buvaient ses paroles, surtout lorsqu'il expliquait ses trophées de tir et finit par dire qu'il avait passé, elle l'avait prédit tantôt, les deux plus belles semaines de sa vie. Ouais. Ça n'a pas changé, là, ça, Tipol.
au beau milieu du Grand Saint-Laurent. Mais ça n'avait pas raison de changer non plus. Il n'y a pas de bombes qui nous ont tombées sur la tête, répondit Léopold à son ami, avant de lui dire, j'y pense, là. Tu as reçu ton permis de mesureur avec ton marteau de mesureur. Je l'ai emmanché. Puis moi, j'ai pas eu le temps de faire tout ce qu'il a dit. Puis j'ai percé un trou dans le mur, puis j'y ai attaché un lacet de cuir. Ça fait comme une ganse, là. Puis avec ça, ben, tu l'as toujours à portée de la main. Puis tu es capable d'écrire pareil, c'est ça? Ah oui. Oui, il pendait, mais... Il pendait. Ça prenait un bon bras, tenir ça une journée de temps avec la ganse, là. Oui, un bonhomme. Ça. Comment ça se fait que tu sais qu'un marteau de mesureur, c'est à mancher comme ça, toi, là? C'est un mesureur de Baie-Saint-Paul. Puis le mesureur de Baie-Saint-Paul, c'est justement long que... Dans ma tête, dans mon récit, dans mes écrits, c'est long à Michel. À Michel. Donc, il était au pied des côtes, là. Il travaillait sur de nouveau, lui aussi, qui avait dit ça. Ah bon, ben merci beaucoup. J'ai hâte de l'avoir. Vous t'as-tu pas en descendant de l'auto chez Urbain? As-tu besoin de quoi, lui, demanda Léopold. Oui, on dit 2 autres cordes de violon. Dans le bois, ça doit être dur à trouver. T'es à la bonne place, piqua Léopold en laissant passer devant lui. Bonjour, madame, dit-il à la dame derrière le comptoir vitré. Elle lui répondit, il questionna encore. Êtes-vous la femme de M. Urbain? Non, lui répondit-elle, je suis sa sœur. Ah bon, dit Paul, avant de lui demander 2 premières cordes de violon, s'il vous plaît. La dame tira le tiroir devant elle et le servit en cherchant dans le sortiment qui contenait la boîte ouverte. Merci, madame, dit-il avant d'ajouter. Voulez-vous me donner 2 palettes de chocolat aux cerises puis me faire un petit paquet, s'il vous plaît? Elle lui remit donc un bel emballage rectangulaire. Merci, madame, vous êtes gentille, fit-il en lui tendant un 2 $ qu'il sortit de son porte-monnaie sous l'œil admiratif de Léopold que M. Urbain avait fini de servir. Elle compta. Bon, ça fait de l'écoller. Elle compta 2 cordes à 75 cents, 1 pièce et demie, 2 chocolats à 10 cents, 20 cents et 1 pièce 70, répondit-elle en lui rendant son champ. Merci, madame, bonjour. Pas de tabac. Seulement Il suivit Léopold qui l'attendait avec son paquet sous le bras. Au retour, après le pont, sur la rue Saint-Joseph, petit Paul s'informa. Explique donc aux gens qu'il n'y avait pas de boulevard Leclerc dans ce temps-là. Non. Le boulevard Leclerc est apparu seulement qu'au début des années 60. C'est ça. Il fallait tourner en bas et on remontait la rue Saint-Joseph pour aller rejoindre chez les Simons en haut. C'est ça. Parce que en face du pont, tu traversais le pont, tu ne pouvais pas passer là, c'était le manoir Saint-Paul. Le manoir Saint-Paul. On a d'ailleurs déjà montré une photo. On a montré des photos de ça. Bon. Le gars là, qui se cache dans ce coin-ci, là, ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé. On pourrait en parler longtemps. Ouais. Mais on en reparlera des fois un petit peu plus pour juste chatouiller un peu. Non, lui répondit son ami, mais hier, là, en revenant du bas de la baie, là, avec Michel, on a vu un jet de l'armée avec un gars assis en arrière. Il prenait les côtes de Saint-Antoine. Mm-hmm. Tu le connais? Il nous demanda-t-il encore. J'étais trop loin, je ne l'ai pas vu. Il pouvait aussi bien venir de Saint-Hilarion, de Saint-Urbain, de la morgue, ben d'ailleurs. Je ne peux pas dire, répondit-il. Ces discussions les avaient amenés jusqu'au milieu du Grand Saint-Laurent, où Léopold lui énuméra chacun des champs où il devrait intervenir avec sa moissonneuse lieuse quand l'avoine sera bien mûre. La belle Gabrielle se berçait avec son frère et les autres sur la galerie quand ils descendirent de l'auto. Si Paul se dépêcha de remettre le cadeau à la belle Gabrielle et de l'embrasser quand Léopold demanda à sa sœur et à Michel « De vous, Saint-Hilarion avec nous autres, là? » « Non, j'attends mon beau-frère qui a dit qu'il viendrait me payer mon bois ce soir, » lui répondit Michel. « Toi, ma sœur, questionna encore Léopold. « Tu sais très bien que c'est moi qui tiens les comptes, » lui répondit Cécile. Et sur ces bons mots, et sur ces bons mots, on enchaînera ça. Sais-tu que le chapitre achève, là? En parlant de bons mots, j'avais pas mal calculé. Oui, pas mal calculé, Jean-Claude. Alors, c'est sur ces bons mots, justement, qu'on doit tirer notre révérence pour cette 10e émission et donner un rendez-vous, donc, dans une semaine, un peu plus, là, à nos auditeurs. Et on enchaînera avec la suite de ton beau récit. Alors, bon, il nous reste quelques secondes, Claude, pour dire salut à tes auditeurs.
Messieurs, dames, merci beaucoup. Que vous veniez de n'importe où de Charlevoix, je sais que vous nous syntonisez à peu près n'importe où. Je sais qu'on a des fidèles auditeurs, des auditrices. Ben, pas un exemple, la dame que je t'ai dit tantôt. Là. Puis, il faut avoir écouté l'émission pour être capable de répliquer comme ça. En principe. Bon. En principe. Encore dimanche matin, en rentrant à l'église, le monsieur, je t'avais dit l'autre jour, qu'il nous avait dit qu'on était bons tous les deux. Là, il me donne une... On lâche pas, hein? Je pense que je l'ai vu faire. Ben, tu l'as vu, là. Tu vois qu'est-ce que je dis, c'est vrai? Je l'ai vu faire dimanche matin, puis je ne le nommerai pas. Hey, il faut dire bonjour à nos amis. À une prochaine pour l'heure du compte. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye-bye. Merci.